Bienvenue dans Chris Van Hart sur la qualité, le podcast où nous démêlons les complexités de la gestion de la qualité et de la sécurité des patients dans les soins de santé. Je suis Chris Van Hart, professeur de qualité et de sécurité des patients à l'université KU Leuven en Belgique et je serai votre guide pour relever certains des défis les plus importants dans ce domaine essentiel. Il s'agit du 3e podcast que nous produisons en français. Cette traduction du podcast disponible en anglais n'est possible que grâce à l'aide de mes amis de Jellypod et de mon ami Mathieu Louiset et à ses collègues de la PAQS. L'épisode d'aujourd'hui porte sur un sujet à la fois important et, honnêtement, profondément humain, le rôle que nous, en tant qu'êtres humains, jouons dans les erreurs médicales. Il s'agit d'une discussion qui suscite la réflexion et peut-être même un certain malaise, mais qui est absolument nécessaire si nous voulons progresser dans l'amélioration de la sécurité des soins de santé. Cet épisode s'inspire d'un cours de 2 heures que j'ai donné récemment à l'université KU Leuven, ici même en Belgique. D'une certaine manière, il s'agit aussi d'un hommage. Un hommage à James Reason et à Lucian Leape, 2 pionniers de la sécurité des patients qui nous a malheureusement quittés en février et en juin 2025. Le travail de Reason a laissé une marque indélébile sur la façon dont nous comprenons et abordons la sécurité dans les soins de santé et aujourd'hui, nous honorerons son héritage en revisitant et peut-être en réinterprétant ses contributions révolutionnaires. Tout au long de cette discussion, nous explorerons une série de modèles et de perspectives essentielles. Nous commencerons par examiner les travaux fondamentaux du docteur Lucian Leape, disparu cette même année 2025, et le rapport historique To Err is Human. Nous nous pencherons ensuite sur le modèle du fromage suisse de James Reason, un cadre qui continue à façonner notre compréhension des raisons pour lesquelles les erreurs se produisent. En cours de route, nous décomposerons les classifications clés, dérapages, lapsus, erreurs et violations, et nous ne nous arrêterons pas là. Nous aborderons également le triptyque compétences, règles, connaissances de Jens Rasmussen, le protocole de Londres de Charles Vincent et la culture juste de Sidney Dekker. La discussion nous amènera à réfléchir à certains changements comme la sécurité version 1 par rapport à la sécurité version 2 et à l'impact pratique d'outils simples tels que les listes de contrôle inspirées par le travail du Dr Atul Gawande. Chacune de ces pièces fait partie d'un puzzle plus vaste que nous allons démêler ensemble. À partir d'aujourd'hui, commençons donc. Pour comprendre pourquoi les erreurs médicales se produisent, nous devons remonter dans le temps jusqu'au début des années 1990, lorsqu'un changement de paradigme dans notre façon de penser la sécurité a commencé à prendre racine. Ce changement est dû en grande partie aux travaux du professeur Lucian Leape. Le professeur Leape est décédé en juin 2025 et nous lui dédions lui aussi ce podcast. Leape n'a pas été le premier à étudier l'erreur humaine, bien sûr, mais son intérêt pour les soins de santé a marqué le début de quelque chose de profondément important. Ce que Leape a fait et ce qui le distingue des autres, c'est de proposer que le fait de se concentrer uniquement sur les erreurs individuelles, ce que nous pourrions appeler une culture du blâme, est fondamentalement erroné. Son argument était simple, mais je veux dire tellement transformateur. Punir les individus pour leurs erreurs ne conduit pas à des systèmes plus sûrs. Au contraire, la véritable sécurité découle de l'examen du système, de ses processus, de ses structures et même de sa culture qui fonctionnent tous ensemble comme des pièces interconnectées. Il a introduit l'idée de la pensée systémique. Avec la pensée systémique, la question n'est pas, ce n'est pas
qui a commis l'erreur, mais plutôt qu'est-ce qui a permis à cette erreur de se produire en premier lieu. Par exemple, s'agit-il d'une communication peu claire, d'un protocole mal conçu ou même d'un élément aussi fondamental que la fatigue? Le fait est que les erreurs résultent souvent d'une cascade de problèmes sous-jacents plutôt que de la faute d'un seul individu. Cette approche, ce changement, a commencé à jeter les bases de ce que nous considérons aujourd'hui comme la science moderne de la sécurité des patients. Et voici ce qu'il en est. Les travaux du professeur Leap ont abouti au rapport historique To Err is Human, publié en 1999 par l'Institute of Medicine. Ce rapport a effectivement mis ces idées, c'est-à-dire la pensée systémique, sous les feux de la rampe. Il a révélé que les erreurs médicales étaient responsables d'environ 98 000 décès évitables chaque année, rien qu'aux États-Unis. Réfléchissez un instant à ce chiffre, 98 000. Ce qui a choqué beaucoup de monde à l'époque, c'est l'idée que ces erreurs n'étaient pas des défaillances isolées et personnelles. Il s'agissait de symptômes de failles systémiques plus importantes. Le travail de l'IEP était audacieux et pourtant, il est en fin de compte profondément constructif. En encourageant les organisations à se tourner vers l'intérieur, à analyser les faiblesses systémiques, il nous a donné un cadre, un nouvel objectif pour aborder la sécurité dans les soins de santé. Ce faisant, il a ouvert la voie à une génération de chercheurs qui ont affiné et développé ces principes. C'est vraiment remarquable. Mais si nous parlons de cadre, il y en a un que la plupart des personnes travaillant dans le secteur de la santé associent immédiatement à l'erreur humaine. Un nom me vient à l'esprit, James Reason. S'il est un concept synonyme de James Reason, c'est bien le modèle du fromage suisse. Une métaphore, une analogie en fait, qui a fondamentalement changé la façon dont nous comprenons la sécurité dans des systèmes complexes tels que les soins de santé. Imaginez une pile de tranches de fromage suisse. Chaque tranche représente une couche de défense dans un système. Ces couches peuvent être, par exemple, des protocoles, des lignes directrices, des listes de contrôle ou même des programmes de formation. Ce qui rend cette idée si frappante, c'est que chaque couche, chaque tranche de fromage a ses propres trous. Il s'agit d'imperfections, de lacunes dans la défense, de vulnérabilités spécifiques qui sont honnêtement une partie inévitable de tout système. En général, ces failles ne s'alignent pas et les erreurs sont détectées avant qu'elles ne s'aggravent. Mais, et c'est là la clé, lorsque les failles s'alignent momentanément, lorsqu'elles s'alignent parfaitement, eh bien, c'est à ce moment-là qu'un incident ou, plus tragiquement, un dommage survient. Pensez-y, l'alignement de ces lacunes n'est pas le fruit du hasard. Elle reflète souvent une combinaison de facteurs à la fois humains et systémiques. Il se peut qu'une infirmière soit épuisée, qu'une machine ait été mal calibrée ou qu'un protocole n'ait pas été suffisamment clair. Chacun de ces facteurs, pris isolément, peut ne pas constituer une menace directe, mais ensemble, ils forment ce que Reason appelle une trajectoire d'accident. Et cette trajectoire contourne les couches de défense, ce qui conduit à l'échec. Il s'agit essentiellement de voir les failles du système s'aligner en temps réel. Ce qui est vraiment innovant dans le modèle du fromage suisse, c'est la façon dont il rejette la responsabilité sur le système lui-même plutôt que sur les individus. Reason nous a ainsi montré que les erreurs sont rarement des problèmes isolés. Au contraire, elles émergent d'une convergence de conditions latentes, des défauts cachés, pourrions-nous dire, qui existent déjà dans le système. Ces défauts se combinent avec ce qu'il appelle les défaillances actives, les erreurs qui se produisent à l'extrémité du système, là où les soins de santé sont dispensés.
C'est cette interaction, cette dynamique que le modèle du fromage suisse nous aide à visualiser. Considérons maintenant ceci, même si nous avons adopté plus de technologie, plus d'automatisation, les failles n'ont pas disparu, n'est-ce pas? En fait, certains diraient qu'ils se sont déplacés ou même agrandis. C'est ce qui rend le travail de Reason si intemporel. Il n'est pas lié aux outils d'une époque particulière, mais au principe de l'interaction entre l'homme et le système. Son modèle, tel un miroir, nous oblige à nous confronter à la fragilité de ces systèmes complexes et, en même temps, nous pousse à réfléchir de manière critique à la manière de les rendre plus résistants. C'est là que son héritage devient à la fois intellectuel et pratique. Il ne s'agit pas simplement de comprendre les erreurs, il s'agit de construire des systèmes qui reconnaissent, voire anticipent, la faillibilité humaine. Parce que les erreurs se produiront, elles sont inhérentes à l'être humain, mais le système peut et doit être conçu pour les détecter avant qu'elles ne causent des dommages. Nous allons donc poursuivre notre discussion sur la compréhension des erreurs dans les systèmes en présentant un autre cadre influent, le modèle compétences, règles, connaissances de Jens Rasmussen. Rasmussen, théoricien danois des systèmes, a essentiellement divisé les performances humaines en 3 niveaux, chacun d'entre eux apportant un éclairage sur les types d'erreurs susceptibles de se produire. Tout d'abord, il y a le niveau fondé sur les compétences qui impliquent des tâches qui nous sont si familières qu'elles deviennent presque automatiques, comme taper sur un clavier ou faire une prise de sang pour une infirmière. Les erreurs à ce niveau ont tendance à être des lapsus, des moments où l'esprit, vous savez, s'égare simplement, où une action est exécutée de manière incorrecte. C'est un peu comme si, même si nous sommes experts dans ces actions, nous pouvions encore trébucher à cause de distractions ou d'interruptions. Ensuite, nous avons le niveau basé sur des règles. C'est à ce niveau que nous nous appuyons sur des procédures ou des lignes directrices apprises, essentiellement des scénarios de type si, alors. Imaginez un chirurgien qui suit une liste de contrôle ou un pharmacien qui vérifie les dosages de médicaments. Les erreurs sont souvent des violations de règles ou des applications erronées. Il se peut que la directive n'ait pas été claire ou que des hypothèses aient été émises, qui, dans cette situation spécifique, s'écartent de ce qui est recommandé. Ces erreurs nous rappellent que même le respect des règles à la lettre ne garantit pas toujours la sécurité. Enfin, il y a le niveau basé sur les connaissances. C'est là que les choses deviennent plus complexes. Il intervient dans des situations totalement inconnues où il n'y a pas de protocole clair et où nous improvisons sur la base de notre raisonnement et de notre compréhension. Les erreurs à ce niveau sont assez intuitives. Elles découlent d'une connaissance insuffisante, de jugements erronés ou simplement d'informations incomplètes. Vous pouvez imaginer un scénario dans lequel un médecin diagnostique une maladie rare ou réagit à une complication imprévue. L'impact du cadre de Rasmussen réside dans la manière dont il nous aide à déterminer l'origine des erreurs. En déterminant si une erreur se produit au niveau des compétences, des règles ou des connaissances, nous pouvons mieux comprendre non seulement ce qui n'a pas fonctionné, mais aussi pourquoi cela s'est produit. Cette compréhension, cette catégorisation nous permet d'adapter les solutions, qu'il s'agisse d'une meilleure formation, de protocoles plus clairs ou d'outils d'aide à la décision plus robustes. Il nous rappelle également, n'est-ce pas, qu'aucune approche ou intervention unique ne peut éliminer complètement les erreurs. Chaque niveau de performance présente ses propres défis et Rasmussen nous donne un moyen d'aligner nos stratégies sur ces différentes dimensions du comportement humain.
Lorsqu'il est question d'analyser les erreurs dans les soins de santé, un modèle qui se démarque vraiment est le protocole de Londres de Charles Vincent. Ce cadre offre une manière structurée d'enquêter sur les incidents liés à la sécurité des patients. Au lieu de se concentrer sur la punition des individus, il encourage à approfondir les causes sous-jacentes, en particulier les facteurs humains, les faiblesses organisationnelles et les défaillances du système. Il s'agit de poser des questions telles que quelles barrières ont échoué ou qu'est-ce qui, dans le système, a permis à cette erreur de se produire. Cela nous pousse à avoir une vue d'ensemble, à nous éloigner du blâme et à chercher à comprendre. Imaginons maintenant qu'un événement indésirable se produise. Dans le cadre du protocole de Londres, plutôt que de se focaliser sur la personne au centre de l'affaire, nous prenons du recul, ce que Vincent appelle la création d'une perspective juste. Nous analysons tout ce qui a pu contribuer à l'événement, du manque de personnel aux procédures obsolètes en passant par l'aménagement de l'espace de travail. En se concentrant sur ces problèmes en amont, le protocole permet de découvrir des conditions latentes qui pourraient autrement rester cachées. Cela nous amène à Sidney Dekker et à son concept de culture juste. Le travail de Dekker complète celui de Vincent à bien des égards. La culture juste ne consiste pas à absoudre totalement les individus, loin de là. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre. Elle reconnaît que si les erreurs humaines sont souvent causées par des faiblesses systémiques, il faut tout de même rendre des comptes à certains moments, non pas pour des intentions malveillantes ou des imprudences, mais pour, disons, les choix que les individus font au sein de systèmes complexes. Dekker plaide en faveur d'un environnement où, en cas d'erreur, les professionnels se sentent suffisamment en sécurité pour la signaler sans craindre d'être punis. C'est essentiel, car si nous créons des systèmes où les gens ont trop peur de parler, ces risques latents, ceux que Vincent met en évidence, ne sont pas détectés. Pire encore, ils persistent parce que personne ne veut ou ne peut les mettre en lumière. Dekker appelle les organisations à considérer les erreurs non pas comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage et d'amélioration. Ensemble, le protocole de Londres et la culture juste modifient notre façon d'envisager la sécurité. Il nous incite à embrasser la complexité et, en fin de compte, à considérer les erreurs comme le reflet des systèmes et pas seulement des individus. Traditionnellement, la sécurité des patients s'articule autour de ce que nous appelons Safety One, une approche centrée sur la réduction des défaillances. Il s'agit essentiellement de répondre à la question suivante: qu'est-ce qui ne va pas et comment faire pour que cela ne se reproduise pas? Il s'agit d'identifier les erreurs, d'atténuer les risques et de minimiser les dommages. Cette méthode a incontestablement contribué à améliorer la sécurité des patients au fil des décennies, mais elle n'est pas sans limite. La première part du principe que les défaillances sont des anomalies, des exceptions, des moments où le système s'écarte de la normalité. Elle étudie les événements indésirables, recherche les causes profondes et propose des interventions pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Bien que cette approche soit essentielle, elle a tendance à négliger un aspect tout aussi important: comprendre pourquoi les choses se passent bien. C'est là que l'approche Safety 2, défendue par Eric Hollnagel, offre un profond changement de perspective. Contrairement à la sécurité 1, la sécurité 2 ne considère pas le succès comme un état par défaut qui persiste à moins d'être perturbé par un échec.
Elle pose plutôt la question suivante. Pourquoi les processus réussissent-ils dans des environnements complexes où la variabilité et l'incertitude sont constantes? Elle cherche à comprendre ce qui permet au système de santé de fonctionner en toute sécurité, malgré les défis inhérents, les imperfections et l'imprévisibilité auxquels ils sont confrontés chaque jour. Pensez-y, dans n'importe quel hôpital, des centaines, voire des milliers d'interactions se produisent chaque jour entre les patients, les dispositifs médicaux et les professionnels. La plupart d'entre elles sont couronnées de succès et produisent de bons résultats. Safety2 suggère qu'en étudiant ces réussites, nous pouvons découvrir la capacité d'adaptation des individus et des équipes, leur capacité à s'adapter, à s'ajuster et à réagir avec souplesse lorsque les situations ne se déroulent pas comme prévu. Il s'agit d'une approche axée sur la résilience, dans laquelle il est tout aussi important de tirer des enseignements de ce qui fonctionne bien que de s'attaquer à ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui rend Safety2 particulièrement convaincant, c'est la façon dont il déplace le focus de la sécurité. Au lieu de s'appuyer uniquement sur des protocoles rigides et des voies prédéfinies, elle nous encourage à examiner les nuances de la pratique dans le monde réel. D'une certaine manière, elle reconnaît que la perfection dans les systèmes de soins de santé n'est pas vraiment atteignable. La variabilité existera toujours, des patients diffèrent, des conditions qui évoluent et des environnements qui changent. Mais en acceptant cette variabilité, en étudiant les systèmes qui s'y adaptent, nous pouvons non seulement comprendre, mais aussi reproduire les mécanismes qui contribuent au succès. La question n'est donc plus seulement de savoir comment prévenir les dommages, mais comment maintenir la fiabilité et l'adaptabilité face à la complexité. Il s'agit d'une approche complémentaire. Sécurité 1 et sécurité 2 ne sont pas en opposition, mais plutôt les deux faces d'une même pièce, chacune étant vitale pour faire progresser la science de la sécurité des patients. Ensemble, elles fournissent un cadre plus holistique pour comprendre à la fois le succès et l'échec des systèmes de santé. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur un outil aussi simple que transformateur, les listes de contrôle. À première vue, cela peut sembler presque trop simple, n'est-ce pas? Mais ne vous laissez pas tromper par cette simplicité. Les listes de contrôle ou checklists sont devenues les pierres angulaires des protocoles de sécurité dans des secteurs allant de l'aviation à la construction. Et même en médecine. Réfléchissez un instant. Dans le secteur des soins de santé, nous travaillons dans des environnements complexes où les moindres oublis peuvent avoir des conséquences importantes. Le risque d'erreur humaine est franchement inévitable, mais ce qu'une liste de contrôle fait avec brio, c'est d'introduire une couche de redondance cognitive garantissant qu'aucune étape critique n'est oubliée, même si la tâche peut sembler routinière. Atul Gawande, dont je sais que j'ai déjà parlé, a fait un travail exceptionnel pour mettre en lumière cet outil. Son livre, The Checklist Manifesto, explique comment les listes de contrôle ne se contentent pas de nous rappeler ce qu'il faut faire. Elles favorisent la collaboration, fournissent une structure et créent ce qu'il appelle une culture de la discipline. C'est un moyen de normaliser l'excellence et de s'assurer que les meilleures pratiques ne sont pas seulement théoriques, mais qu'elles sont activement appliquées à chaque fois. Prenons l'exemple de l'introduction des listes de contrôle chirurgical par l'Organisation mondiale de la santé. Des études ont révélé une réduction significative de la mortalité et des complications dans les hôpitaux qui ont adopté ces mesures. Pourquoi ?
parce que le simple fait de passer en revue une liste de contrôle avant l'opération n'a pas seulement permis de détecter des erreurs potentielles, mais aussi d'améliorer la communication au sein des équipes chirurgicales. Tout le monde était sur la même longueur d'onde et cette coordination permet de sauver des vies. Mais voici le point essentiel. Le pouvoir des listes de contrôle ne se limite pas aux étapes figurant sur la feuille. Non, il s'agit de l'état d'esprit sous-jacent qu'elle cultive. En reconnaissant que nous sommes faillibles, en concevant des outils qui tiennent compte de nos imperfections, nous ne nous contentons pas de réagir aux erreurs après qu'elles se soient produites, nous anticipons l'échec. Il y a là une certaine humilité, n'est-ce pas? La reconnaissance du fait que, quel que soit notre niveau de compétence ou d'expérience, nous bénéficions tous de ce filet de sécurité. Pourtant, comme pour tous les outils, le succès des listes de contrôle dépend fortement de la manière dont elles sont mises en œuvre. Des listes de contrôle mal conçues ou trop compliquées peuvent devenir pesantes, réduisant l'adhésion et augmentant même la charge cognitive. C'est pourquoi la simplicité et la pertinence sont essentielles. Une bonne liste de contrôle ne surcharge pas, elle améliore l'efficacité et soutient les opérateurs humains qui sont au cœur de ces systèmes. En fin de compte, l'objectif n'est pas la perfection, car soyons honnêtes, la perfection n'est tout simplement pas possible. L'objectif est la fiabilité. Dans des environnements aussi complexes que les soins de santé, des outils tels que les listes de contrôle nous rappellent que même de petites interventions peuvent entraîner de profonds changements. Ils représentent un équilibre essentiel entre la rigueur et l'adaptabilité pour garantir la sécurité. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? S'il y a un thème qui ressort, c'est bien celui-ci. La prévention des erreurs médicales ne consiste pas à trouver un coupable, mais à comprendre les systèmes dans lesquels nous travaillons. Il s'agit d'accepter la complexité, de reconnaître nos limites et de créer des environnements où les bonnes choses se produisent pour les bonnes raisons. La pensée systémique nous enseigne cela. Elle nous incite à prendre du recul, à identifier non seulement les défaillances actives, mais aussi les conditions latentes, les défauts qui se cachent sous la surface attendant de s'aligner. Nous avons exploré les concepts qui ont remodelé la sécurité des patients du modèle du fromage suisse de James Reason, les leçons de Lucian Leape, au protocole de Londres en passant par la culture juste de Sidney Dekker. Chacun de ces cadres nous rappelle, n'est-ce pas, que les erreurs ne sont pas des événements isolés, ce sont des symptômes de vulnérabilité systémique plus large. C'est en s'attaquant à ces vulnérabilités que l'on progresse, que l'on s'améliore. Et bien sûr, nous avons parlé de James Reason, quelqu'un dont le travail, honnêtement, a révolutionné notre façon de voir la sécurité. Je n'oublierai jamais la conversation que j'ai eue avec lui, il y a des années, lorsqu'il m'a dit « Chris, n'abandonne jamais, continue à chercher les conditions latentes ». Ce conseil est resté gravé dans ma mémoire, a façonné mon travail et, dans une certaine mesure, les idées même que nous avons explorées dans ce podcast. Il rappelle le pouvoir durable du mentorat et de la curiosité. Mais je pense qu'il est important de prendre un peu de recul et de réfléchir à quelque chose de plus large, quelque chose que je crois essentiel pour comprendre la sécurité et la qualité des soins de santé. La qualité ne se résume pas à une seule dimension. Non, elle est multidimensionnelle, multi-acteur, multi-niveau. Ces trois mots résument à mes yeux l'essence même de la qualité. Il s'agit d'intégrer des perspectives, cliniciens, patients, familles et décideurs politiques qui travaillent toutes ensemble au sein de systèmes qui sont, par nature, complexes et interconnectés.
Pour conclure cet épisode, je vous laisse sur cette réflexion. La sécurité et la qualité ne sont pas des destinations, ce sont des voyages. Il s'agit de processus itératifs qui dépendent non seulement des systèmes et des modèles, mais aussi des personnes qui les pilotent. Des personnes qui sont prêtes à apprendre, à s'adapter et à s'efforcer de s'améliorer même lorsque la perfection n'est pas atteignable. C'est peut-être ce qui rend ce domaine à la fois si stimulant et si gratifiant. Merci d'avoir écouté mon podcast. Je m'appelle Chris et ce fut un privilège de partager ces idées avec vous aujourd'hui. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de le partager avec vos collègues. Et ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres à venir. Dans le prochain épisode, nous continuerons à explorer les innovations en matière de sécurité des patients et de gestion de la qualité. D'ici là, prenez soin de vous et merci de m'avoir accompagné dans cette aventure.